Donc ce rendez-vous, il fait suite au précédent rendez-vous du CIE qui a eu lieu en juin dernier, qui s'appelait Biosourçons nos maisons, où on a interrogé justement la place des matériaux biosourcés dans l'architecture. Je vais faire très très court comme introduction, puisqu'on a déjà bien développé le sujet la dernière fois, et je vous invite plutôt à consulter justement la vidéo qui est en ligne sur la page YouTube. Je reprendrai juste un tout petit truc, c'est que la prévision pour 2100, c'est 11 milliards d'habitants sur Terre. On est de moins en moins nombreux dans les logements, et on a besoin de plus en plus de mètres carrés par personne dans les logements. Autant vous dire que la construction de maisons et d'habitations, elle va continuer. Le sable, c'est la deuxième matière première utilisée au monde après l'eau. Ça pose des questions, il y a plein d'autres matières premières sur Terre à utiliser. Et donc on est là ce soir pour re-questionner ça, pour re-questionner un petit peu notre façon de voir la construction, nos habitudes, il ne faut pas dire le mot lobby, mais nos habitudes de construction en tout cas. Et donc aujourd'hui, on va essayer de le réinterroger. On a la chance d'avoir 3 architectes qui viennent présenter 3 projets de maisons individuelles, avec cette question de quelle place pour les matériaux et quelle matérialité dans l'architecture, en quoi le matériau fait architecture. On a un format un peu particulier ce soir, ça s'appelle les petites histoires de maison. C'est un format particulier puisque chaque architecte aura 20 minutes pour vous présenter le projet de maison, avec l'idée vraiment de vous expliquer c'est quoi un projet de maison individuelle. C'est pas seulement une signature en bas d'un contrat puis une remise de clé. C'est une aventure humaine, avec plein de bons moments, avec d'autres moments, un peu moins intéressants parfois, mais qui font projet, qui sont constituants de l'aventure du projet de maison. Donc on va tout de suite accueillir le premier architecte, c'est Golven Le Potier. Je vais vous faire une présentation très rapide. Golven Le Potier, il est diplômé de l'ENSA Nantes, donc l'école nationale d'archi de Nantes. Son agence aujourd'hui, elle est basée à Savenay. Vous m'arrêtez si je dis des bêtises. Votre agence, elle est basée à Savenay et vous avez un travail fort avec le contexte. On a noté 3 façons de décrire votre architecture. Une architecture in situ, ce rapport à chaque fois avec le déjà là et avec ce qu'on en fait. On pense notamment à la réhabilitation du moulin en bureau que vous avez fait à Eric. Une architecture respectueuse du site, comme on vient de le dire, et puis respectueuse de l'environnement, tout simplement, avec un choix de matériaux et un choix de mise en œuvre bien particulier. Et puis une architecture ludique, là j'en dis pas plus, puisque le projet qu'on va voir tout à l'heure aborde le sujet grandement. Vous êtes passé chez Brunet Architectes et Associés, et aujourd'hui vous possédez votre propre agence, donc à Savenay, comme on le disait. Et vous allez nous présenter la maison en site classé à La Chapelle-sur-Erdre, un bâtiment sorti de terre l'année dernière, si je ne dis pas de bêtises. Donc je remercie le CIE de m'avoir invité ce soir pour présenter ce projet, cette réalisation qui effectivement a été finie en 2017, je crois, l'hiver entre 2017 et 2018, il me semble. Alors c'est un projet qui se situe à La Chapelle-sur-Erdre, non loin d'ici. Donc c'est au nord de Nantes, je pense que vous connaissez. Donc c'est au bord de l'Erdre. Donc qui dit au bord de l'Erdre dit site classé, site protégé. Pour resituer rapidement, donc vous avez l'Erdre qui est la rivière qui coule juste à côté. Et là vous allez voir précisément la situation du projet qui se situe en fait avant la partie boisée qui qualifie un peu ces bords de l'Erdre et qui du coup justifie cette protection et le recours aux architectes des bâtiments de France pour valider le projet aussi en amont. On est vraiment, on va le voir après, dans un site de transition. On est assez proche de Nantes, on est avant le centre de La Chapelle-sur-Erdre. Donc on est dans un esprit un peu village, de manière surprenante, avec des bâtisses pas très hautes, avec des constructions en pierre qui sont assez simples. Et on est aussi donc dans une transition entre la partie bâtie, un peu villageoise, et la partie arborée, boisée en fait, qui est proche de l'Erdre. Donc vous voyez la surface rouge, la représente la parcelle qui accueillera le projet. Et donc elle est située, on y accède par la rue des Potirons en fait, qui se transforme en chemin après, des chemins qui forment sentiers creux après et qui justement, on imagine très bien que ces sentiers amènent jusqu'au bord de l'Erdre et laissent un peu
qualifie grandement le site aussi, cette identité, ce paysage qui est dessiné par tous ces chemins. Donc, comme tous les projets, c'est vrai qu'on tourne beaucoup dans le site avant d'imaginer ce qu'on va pouvoir y faire. Et ce site est ponctué tout autour de granges avec des matériaux bien précis, de la pierre, du bois aussi. Le projet, la maison que vous voyez ici, là, qui est au milieu, et la maison qui est juste à côté, donc qui aura une importance dans le projet, puisque quelques matériaux ont été récupérés de cette maison, entre autres pour construire cette nouvelle maison. La propriété a été divisée en deux en fait. Donc c'était une ancienne ferme et la partie droite que vous voyez est issue d'une division de l'ensemble en fait, du terrain qui accueille ce bâtiment aussi. Je vais passer. Donc ça c'est le site initial avant qu'on intervienne. Donc il est déjà marqué par une grande présence d'arbres très boisés. D'ailleurs, c'est pas un terrain qui a été choisi par hasard par la maîtrise d'ouvrage. Et je vais vous parler vite fait de la maîtrise d'ouvrage. Donc c'était un jeune couple qui habitait à Nantes en appartement, qui a choisi ce terrain notamment, je pense, par sa qualité de paysage et par la présence d'arbres. Sachant qu'un des deux les deux sont très sensibles au paysage, mais un des deux est paysagiste, donc très sensible forcément à tout ce qui est végétal. Donc c'est très très présent, et donc un des objectifs aussi du projet était de respecter au maximum l'implantation des arbres et le paysage et la végétation en place. Donc on a eu beaucoup d'échanges, on s'est rencontrés, on a discuté. Ce qui était assez... la première fois qu'on s'est vu, ils m'ont fourni un dossier assez conséquent, en fait. Donc, ils avaient déjà grandement mûri le projet, grandement travaillé. Et vous voyez, les documents que vous voyez en haut, c'est eux qui me les ont fournis pour débuter le projet. Donc, ils avaient quand même mis beaucoup de choses en place. Ils avaient fait un grand chemin déjà par eux-mêmes. Donc, c'était une chance énorme d'avoir des gens pour qui travailler, qui avaient déjà fait tout ce travail. Et ça présumait aussi d'une énergie qui était déjà là pour aboutir un projet jusqu'au bout. Et où il allait falloir beaucoup d'énergie, mais ils apportaient rien qu'avec ça déjà beaucoup d'énergie, beaucoup d'exigences. Là, c'est qu'un extrait. Il y avait beaucoup de pages, je crois une vingtaine peut-être, ou une trentaine. Et c'est très complet. Donc c'est vrai que c'est de l'or pour concevoir un projet déjà, avec beaucoup de références. Alors des références qu'on avait en commun, des références qu'on a apportées, qu'on a reçues. Même ils ont été chercher des photos du site, choses qu'on fait de temps en temps, mais des photos d'époque, où on voit les bâtisses existantes. Et alors voilà, là c'est les premiers échanges graphiques qu'on a eus, qui sont assez simples. Alors ils sont importants, c'est vrai que c'est un peu étonnant, mais je travaille encore beaucoup à la main. Ça peut paraître surprenant à l'heure du numérique, mais c'est vrai que c'est une première étape qui est essentielle en fait, et c'est un plaisir pour tout le monde, et pour moi aussi, je le cache pas. C'est le meilleur moment, et c'est le moment le plus important dans la conception, parce que c'est le moment où on va mettre les choses en place, où on va décider les grands principes, et c'est vrai que je tiens à le faire à la main parce que c'est assez direct. On peut balayer beaucoup de choses et éliminer beaucoup de choses, et en éliminant, en faisant un mix de tout ça, ça nous guide vers un projet celui qui va arriver. Mais cette étape à la main, pour moi, est essentielle, et c'est vrai que c'est la première manière d'aborder les projets. À chaque fois, c'est à la main en général. Alors, ça peut être surprenant parce qu'il y a des gens qui s'attendent à voir des images nickel, des 3D super léchés. Mais bon, c'est vrai que le travail à la main direct est quand même beaucoup plus riche en ce qui me concerne. Et ça permet aussi d'éliminer surtout certaines choses. Donc, je vais passer au... Donc voilà, là... C'est le projet qui a été retenu finalement, qui est assez proche du résultat final. Il s'implante en fait de manière logique finalement vers le nord pour dégager le plus de terrain au sud, pour profiter au mieux de l'apport solaire, et puis également pour essayer de libérer et de ne pas trop prendre sur les espaces boisés.
On avait beaucoup de contraintes aussi du site, avec des limites à respecter de 4 mètres en limite de propriété aussi. Donc c'est assez logiquement finalement que que son implantation se trouve le plus au nord possible. Alors au niveau formel, il est assez simple, on est en site protégé, donc on avait aussi une obligation de respecter des toitures à 2 pans. Donc on a joué sur des références aussi qu'on avait en commun, et on a repris un peu ces dessins de 2 toitures les unes derrière les autres, perpendiculaires. Elles sont perpendiculaires à la maison qui est à côté. Ça permet un peu de compléter l'environnement bâti, et aussi de reprendre l'image de grange qu'on avait dans le secteur, ouverte vers la voirie, en fait. Donc, une fois que l'implantation décidée, c'est très simple. Le projet est d'une simplicité, finalement. Des fois, on fait des choses complexes et on arrive à quelque chose de simple, et on est très content. Alors, on a un volume, dans le volume qui est à l'est, là, qui est un volume qui accueille l'espace de vie, donc le salon, séjour et cuisine. Alors très ouvert sur le paysage, sur l'espace boisé, et le côté ouest qui accueille bien toutes les pièces de nuit et les pièces techniques. Donc, ils sont tous les deux abrités par un toit indépendant, et on communique de l'un de l'autre dans les 2 niveaux. Après, le projet va évoluer légèrement, mais une fois que le principe, qui est toujours fait à la main assez rapidement, mis en place, nous, 70% du boulot est déjà bien engagé et il n'y a plus qu'à dérouler, on va dire. J'exagère un peu, mais voilà. Donc, on a quand même eu beaucoup d'échanges. On en a produit une maquette aussi. Alors, on ne le fait pas systématiquement, mais nous, ça nous permettait aussi de bien visualiser cette histoire de toiture. Vous allez voir, elles ne sont pas tout à fait symétriques parce qu'on a des tailles de pièces différentes. On avait des contraintes réglementaires de hauteur de toit qui étaient draconiennes. Donc voilà. Et on a joué sur les pentes, et finalement, ce côté deuxième pente un peu cassée, donnait un petit côté dynamique au projet. Qui nous convenait, et je pense que c'est plutôt chouette plutôt que d'avoir 2 choses identiques. Alors vous avez une étape là du projet qui était intermédiaire à un moment T. C'est vrai que le projet est amené à évoluer beaucoup en cours de route, même si la forme était là. Vous voyez, à un moment donné, on a évoqué des petites fenêtres. Le projet était aussi beaucoup plus grand à un moment donné. Ça me fait d'ailleurs, parce que c'est vrai qu'il y avait beaucoup de choses d'exiger dans ce projet, beaucoup de choses. Donc forcément, il y avait aussi un budget à respecter. Donc on a été contraint quand même de réduire au mieux le projet, vraiment d'ajuster au mieux pour pouvoir faire le maximum de choses avec une surface quand même respectable, mais vraiment bien proportionnée et juste ce qu'il faut. Parce qu'un mètre carré, c'est pas donné, et tout ce vous verrez tout à l'heure, tous les éléments importants et aussi un peu ludiques justement, qu'on a réussi à faire. J'étais le premier à me dire, mais non, on n'y arrivera pas parce que au niveau budget, ça le fera pas. Et toujours, grâce à l'énergie qui était portée par le maître d'ouvrage, on a continué, et finalement, on a réussi à faire presque tout, je pense. Donc on arrive sur une étape un peu plus administrative qui concerne le permis, où on a eu une réunion avec les bâtiments de France, qui s'est très bien passée. Donc j'ai déjà évoqué l'implantation du bâtiment tout à l'heure, la sensibilité au paysage. Il y avait tout un repérage des arbres qui avait été fait. Il y avait forcément des grosses contraintes sur les arbres, et c'est vrai que c'est très important et très intéressant pour moi aussi. Je continue. Donc les planches, voilà, là on aborde vraiment les planches qui ont été délivrées plus ou moins au permis. Donc on voit qu'il y a eu des évolutions entre temps, mais la base était là. Je sais pas si fait. Et donc là, c'est presque les plans définitifs. Il y a eu des évolutions. Donc on a toujours cet espace de vie qui est côté à droite, là, et l'espace nuit qui est à gauche, avec une chambre parentale, une salle de bain, tout dans le même volume. Et à l'étage, donc la pièce de vie qui est sur 2 hauteurs, une mezzanine aussi. Alors tout ça, c'est très vitré côté sud. Et donc l'évolution, vous avez dû voir par rapport à avant, c'est que l'espace est plus restreint. On a privilégié un volume compact pour être aussi plus efficace au niveau énergie,
et moins onéreux aussi. Et en contrepartie, on a pu réaliser des choses assez intéressantes, comme la mise en œuvre de murs en pierre, comme on a un escalier atypique avec un toboggan qu'on verra tout à l'heure. On a un filet qui est mis en place aussi. Donc il y a beaucoup de choses. Il y a une trappe à linge qu'on ne voit pas là, mais qui est à l'étage, qui permet d'envoyer le linge directement dans le cellier au rez-de-chaussée. Hop, je vais passer. Voilà. Là, on arrive à l'étape du chantier. Chantier donc, qui a débuté en avril, je crois. Avril, ça a duré à peu près 8 mois, entre 8 et 9 mois, parce qu'au début, il y a toujours un petit peu de retard sur le démarrage du chantier, mais une fois que c'est parti, ça a bien avancé. Alors les photos que vous voyez là sont importantes, parce que notamment ce tas de pierres que vous voyez devant la deuxième photo, qui quelque part est un des matériaux recyclés, puisque une bonne partie des pierres viennent de la maison à côté, qui était aussi en rénovation. Donc des pierres ont été récupérées et remises en œuvre. Alors des pierres sont venues aussi d'ailleurs, ont été récupérées sur d'autres sites. Mais là encore, ça fait partie de l'énergie qui avait été instaurée par la maîtrise d'ouvrage, parce que c'est eux-mêmes qui ont été chercher ces pierres, ils les ont ramenées sur place tous les week-ends, à la brouette. Alors quand on voit ça, on se dit, quand même, il y a une certaine pression, il ne faut pas se rater, quoi. Mais c'était vraiment très convivial et très motivant de voir cette énergie. Pareil, parmi les matériaux récupérés sur la maison d'à côté, vous avez une poutre en bois là, que vous voyez à droite, là, qui était stockée sur le chantier quelque temps, qui vient aussi de la maison à côté, donc, qui a été remis en œuvre sur la mezzanine, en fait, comme support de mezzanine. Ça aussi, c'est une contrainte. Très longtemps, j'y ai pas cru. Ça va être compliqué à justifier techniquement, comment on le calcule. Et finalement, on a trouvé un subterfuge et ça marche. Donc c'est vrai qu'il y a souvent des solutions. Donc voilà, il y a aussi tous les dessins qu'on peut faire à la main en cours de chantier qui sont toujours enfin, nous, on aime beaucoup faire ça. On aime beaucoup échanger sur des graphiques, sur des choses assez simples. Et on se laisse pas mal de marge en cours de chantier pour mettre des choses au point. Tout n'est pas forcément calé en début de chantier. Il y a toujours des petites zones techniques. Et c'est vrai qu'il y a beaucoup de choses dont on se rend compte en cours de route aussi. Une fois que les volumes sont montés, il y a des mises au point nécessaires. Et voilà, dernière photo ici, que vous voyez au milieu, elle est assez représentative de ce chantier. Qui était vraiment presque au centimètre près dans certains cas, parce que là, vous avez c'est un mur en pierre qui est monté à l'intérieur de la maison, dans lequel il y a un poêle à bois qui a été monté très tôt en début de chantier, donc il a fallu le protéger, qui sera encastré dans ce mur en pierre. Tout ça repose sur une sorte de semelle, enfin ça s'appelle du forme-glace en verre recyclé en fait, qui sert de support à ce mur en pierre, qui propose vraiment un isolant intéressant et qui vraiment peut accueillir quelque chose de très très lourd. Donc voilà, et là-dessus il manque l'escalier, alors on le voit à peine mais il est tracé là, qui doit passer par là, et donc un escalier en bois bien sûr, donc il y a une précaution par rapport à la garde au feu. Enfin bref, tout ça c'était vraiment en centimètres, mais alors, quelques frayeurs, quelques nuits blanches, mais ça s'est passé. Et on a le projet définitif, enfin final, réalisé. Donc je ne vais pas évoquer la structure, mais c'est un projet en ossature bois. Avec un bardage en Douglas blanchi. Donc il y a de la pierre aussi, bien sûr, on l'a vu, qui est mis en œuvre à l'intérieur et à l'extérieur. L'ossature bois, c'est une ossature de 22 cm avec de l'isolant, plus 10 cm. On a une structure de 32 cm d'isolant en laine de bois. Alors, la laine de bois a été mise en place aussi par la maîtrise d'ouvrage. On travaille beaucoup avec la laine de bois. Et donc les mesures sont en mixte bois alu, en triple vitrage. La toiture, elle est en acier, en PLX, qui est un acier un peu imitation zinc. Donc voilà quelques détails un peu plus près du projet. Donc la façade sud, on a très peu de volets, on n'a que des volets dans les chambres. En général, on met pas de volets. On met très peu de volets roulants dans nos projets pour des questions thermiques et donc on laisse souvent soit des parties vitrées sur les pièces de vie qui restent ouvertes la nuit, soit des volets coulissants en extérieur ou des stores intérieurs de temps en temps.
Et au milieu, le fameux escalier toboggan, donc avec une partie très glissante à gauche, qui a été dessiné, qui est très ludique, avec précaution, pas totalement maîtrisé sur la pente, mais ça marche a priori. A priori, il n'y a pas eu trop d'accidents encore. Une vue de l'intérieur, sur cette partie-là, avec le grand salon, avec une relation toujours sur le végétal, sur les arbres, voir les sujets en entier, les sujets végétaux, c'était aussi important. Donc cette grande baie vitrée, elle permettait ça. Point de vue technique, on est sur une baie levant coulissante en bas, et à l'étage, on est sur un mur rideau à ossature bois en fait. Alors, il y avait quelque chose aussi d'important, c'est cette relation intérieure-extérieure, et on a eu la chance d'avoir des entreprises très volontaires sur le chantier, qui ont aussi joué le jeu. Et donc, le charpentier notamment faisait aussi les menuiseries intérieures et les menuiseries extérieures. Et c'était plutôt intéressant pour nous parce qu'il a pu jouer, vraiment continuer ce travail. Vous voyez, le bardage intérieur-extérieur continue en plafond à l'intérieur. C'est pareil, on a aussi le mur en pierre qu'on retrouve dehors. Donc il y a vraiment une notion de continuité sur les matériaux, autant en extérieur qu'en intérieur. Donc d'autres vues de l'intérieur de cette pièce de vie, qui est très importante, et qui a très vitré aussi sur une forêt de bambou qui se trouve à l'est, qui donne une ambiance aussi particulière à cette pièce au coin repas. Le fameux mur en pierre qui accueille le poêle, avec une niche pour le bois, qui accueille aussi des conduits qui reventilent la chaleur, et un travail de menuiserie assez remarquable au niveau des finitions, qui est vraiment important. On voit la fameuse trappe à linge aussi, là, que vous voyez à droite dans le couloir, qui permet d'envoyer le linge sale directement au nettoyage. On a un filet, je ne sais pas si on va le voir. Alors ça, c'est vu, parce qu'il y a la mezzanine aussi, donc on n'a pas évoqué. Il y a une mezzanine qui donne sur tout ce volume-là, qui est en arrière. Et cette mezzanine aussi est ouverte sur ce volume et permet de voir à une vue aussi directe sur le sud et bénéficie de cette grande lumière. Elle est aussi dotée d'un Velux. Alors c'est pareil, le Velux en maison passive on évite, mais bon là on a quelque chose de très, très performant et ça passait dans le calcul. Je ne vais pas parler du sol. Le sol est réalisé en béton quartzé. Donc, on a une dalle de béton traditionnelle avec 20 cm d'isolant en polyuréthane. C'est un peu moins écologique, mais on n'a pas trop le choix. Et s'il y a d'autres possibilités, mais qui ne peuvent pas répondre non plus à toutes les contraintes budgétaires. Et on a une dalle béton au-dessus de 12 ou 14 cm. Et ça la dalle béton est livrée brute, elle est quartzée, il y a un quartz qui est appliqué et on a une surface très lisse. Je vais passer. Donc voilà, l'aspect extérieur à l'arrière, que vous voyez ici, là, avec le carport pour les voitures. Parce que l'idée aussi, c'est que dans le projet, on voulait mettre les voitures derrière pour ne pas les avoir bien sûr devant sur la partie vitrée. C'est pas évident, mais on avait aussi des possibilités de le mettre à l'avant du projet. Des petits détails qui nous paraissent importants, comme des jeux sur l'eau. On a le chéneau au milieu est récupéré par une gouttière qui est mis en scène en pied de mur en pierre. Lorsqu'il pleut, comme une région où il pleut quand même relativement, je trouve ça toujours intéressant d'avoir une mise en scène de la pluie et de pouvoir voir l'eau s'écouler naturellement depuis l'intérieur. Ça, c'est des petites choses qu'on fait de manière récurrente dans nos projets. Et vous avez à droite aussi un brise-soleil qui est sur cette avancée de toit dont on n'a pas parlé, mais qui dit aussi maisons très, très vitrées et maisons très isolées, dit contrainte liée à la chaleur d'été. Donc on a une avancée de toit importante qui permet d'abriter. Et il y a aussi le fait d'avoir gardé la végétation offre un masque végétal qui permet d'abriter énormément la maison l'été et donc ainsi de maîtriser les grandes chaleurs d'été, on va dire. Cette grande avancée, c'est ce que je disais, est marquée sur le côté par une partie ouverte qui permet quand même la lumière de l'est de rentrer le matin. Voilà, donc là on arrive sur... Il y a une photo du projet à la livraison et une photo du projet
peu près actuelle, je ne sais pas de quand elle date, mais on voit la végétation qui a pris l'importance de la végétation surtout, et qu'un projet vit et va évoluer dans le temps avec toutes les contraintes et toute la végétation qui va venir encadrer ce projet. Ah oui, il y a aussi des vues plus récentes de l'intérieur. Donc voilà, ça c'était pour montrer aussi le projet aujourd'hui. Alors je passe pas ma vie à retourner chez tous les gens chez qui j'ai construit, donc je n'ai pas beaucoup de photos de l'intérieur un an après. Donc voilà, en tout cas, je voulais... s'il y avait une chose quand même qui était importante sur ce projet, c'était quand même l'énergie qui avait été mise en place par la maîtrise d'ouvrage et aussi par la volonté de faire des économies sur la surface pour mettre en place des choses vraiment sur lesquelles ils tenaient, qui sont presque du luxe, un mur en pierre à l'intérieur, il y a un toboggan, il y a une cave, je ne vous ai pas parlé de la cave, une cave étanche, il y a un Velux, donc il y a un filet, il y a une trappe pour le linge, ça fait beaucoup d'options qu'on aurait pu enlever, mais non, ils ont tenu à garder tout ça et on a réduit la surface et on a eu un projet effectivement ludique, mais cohérent et qui leur correspond a priori. Et donc voilà. Et on a aussi la chance, je citais les entreprises qui ont travaillé ici parce que tout le monde a joué le jeu et tout le monde a fait ce qu'il fallait pour être volontaire et pour réussir à terminer ce projet. Merci. Merci beaucoup. Au niveau du format, ce que je vous propose, c'est que les trois architectes vous présentent les projets et on pourra profiter d'un temps d'échange avec les trois archis à la fin de la présentation. Donc on va passer tout de suite à la deuxième maison, donc une maison qui a été réalisée par l'agence Bochet de la Bouvrie. Donc c'est Romain de la Bouvrie qui vient la présenter ce soir. Romain de la Bouvrie, vous êtes diplômé de l'ENSA Paris-Val de Seine en 2007. Vous avez effectué un voyage pendant 18 mois autour du monde, vous avez visité plein de pays et du coup ça permet évidemment de découvrir plein de techniques et de mise en œuvre traditionnelles, toujours autour de l'architecture durable et autour évidemment de l'utilisation de matériaux locaux. Et vous avez eu diverses expériences professionnelles dans des agences comme chez Jean Bocabeille ou Gaël Pénaud, et vous travaillez en partenariat avec Simon Bochet depuis 2010, mais l'agence, si je ne dis pas de bêtises, elle existe depuis 2014. Et vous êtes basé à Nantes et à Paris, c'est ça? Super. Vous venez nous présenter ce soir la maison à Mesquer. Ce que j'ai oublié de dire, c'est que vous êtes quand même lauréat des JAPL, donc les jeunes architectes et paysagistes ligériens, en 2016. Et vous venez nous présenter une maison qui a été réalisée à Mesquer en 2018. Je vous cite juste sur une phrase que j'ai trouvée sur votre site internet parce que je trouvais qu'elle résumait bien votre façon de travailler. Nous nous efforçons de produire une architecture singulière, riche, développée à partir du contexte, de l'humain et de tous les détails, parfois peu visibles, mais qui contribuent en réalité au caractère et à l'identité des lieux. À vous de jouer pour nous transcrire ça en projet. Donc l'histoire, c'est un jeune couple de retraités, donc la soixantaine, qui décide de déménager de Nantes pour emménager un peu plus près de la mer. Et donc à Mesquer, c'est une commune à une vingtaine de minutes de Guérande, et qui achète un terrain dans une zone un peu hybride, en lisière de ville, enfin en lisière de village, parce qu'on va parler plutôt d'un village pour Mesquer, où on est à la jonction entre du pavillonnaire, enfin un lotissement avec des grandes maisons, c'est pas du pavillonnaire classique, mais ça reste du pavillonnaire, dans un chemin qui est celui-ci, qui lui est plutôt composé de maisons traditionnelles qui datent du début du siècle, enfin du XXe siècle. Et on est aussi à la jonction entre la zone urbanisée et les marais salants. Et c'est pour ça que j'ai choisi pour démarrer cette vue aérienne, parce qu'elle dénote d'un environnement qui est quand même assez singulier. Et dont on a essayé en tout cas de tirer profit. Donc la maison, elle est en second rideau par rapport au chemin, ce qui fait qu'elle est assez peu visible depuis l'espace public. Et finalement, même si elle est à la proximité des marais et on voit ce grand vide, quand on regarde la vue aérienne, on se rend compte, quand on visite la parcelle pour la première fois, qu'elle est quand même bordée par de nombreuses mitoyennetés, et donc des vis-à-vis assez forts avec les voisins. Donc
Donc la parcelle ici en second rideau, en fait c'est cette personne-là qui vend le terrain au maître d'ouvrage et qui vend aussi cette petite languette pour pouvoir accéder à la parcelle. Et donc on maintient une servitude de passage au propriétaire qui vend cette parcelle. Et donc on essaie de s'inspirer, déjà de noter les points forts du site, et c'est cette proximité avec le marais qu'on remarque en premier coup. Donc là, c'est quand on descend légèrement une centaine de mètres vers les marais. Donc c'est vraiment, on se balade tout le long. C'est plutôt sympa. Et la maison, en fait, est visible depuis un champ. Donc le terrain est ici. Et on a un champ qui est situé en zone non constructible et on sait qu'on va pouvoir tirer profit de cette vue et que de ce côté-là, sauf catastrophe, il n'y aura jamais de mitoyenneté ou de vis-à-vis. Donc ça, c'est la petite séquence d'accès avant chantier. Donc la maison du propriétaire et le terrain qui nous intéresse au second plan. On monte légèrement, donc ce qui fait que le terrain est légèrement surélevé par rapport au marais. Et on a une vue plongeante, c'est un grand mot, mais en tout cas une vue qui descend vers le grand paysage. Mais après, ce qui nous occupe, c'est surtout ces mitoyennetés et la proximité des maisons tout autour, qui est très forte, avec un paysage de clôture qu'on redoute. Puisqu'en fait, voilà, il n'y a aucun système pour créer de l'intimité, que ce soit pour les propriétaires qui vendent la parcelle, mais aussi pour les voisins. Et donc, on a un linéaire de clôture qui est assez important et qui nous laisse voir le voisinage dans toute sa nudité. Et donc, vraiment des maisons tout autour, sauf sur la limite qui file vers les marais. Et des maisons qui sont souvent donc, avec un niveau et parfois avec un petit bout de terrasse ou un petit bout de balcon qui plonge directement sur le terrain. Donc l'idée déjà c'était de s'inspirer de la qualité première. Donc cette vue, même si là ça tombe très bien, c'est peut-être la vue la période la moins séduisante. On a visité le terrain en février, donc mais en tout cas on sait que sur toute cette limite-là, on n'aura pas de vis-à-vis. Et donc on essaie de calquer le projet sur cette volonté forte d'orienter toutes les pièces de vie, ou en tout cas un maximum de pièces de vie vers le marais. Avant de rentrer sur le projet, je vais juste parler un petit peu de la commande. C'est vrai que nous, contrairement à Golven, on a eu un programme très light. La demande qu'on a eue, c'est plutôt de la fonction. Donc on nous demande donc c'est des personnes de la soixantaine qui veulent a priori une maison de plein pied, avec un espace de vie et des pièces quand même très généreuses, et toute une partie pour les invités et les enfants. Et donc un programme très lourd, puisque c'est plutôt 230 mètres carrés, donc ce n'est pas une petite maison, c'est une grosse baraque, dans un environnement où, voilà, si on monte, on risque de donner à voir les voisins, et puis aussi finalement de se retrouver avec des vis-à-vis importants, et aussi de déranger les voisins autant qu'ils pourraient déranger les futurs clients. On n'a pas eu un carnet de 20 pages. La première question, le premier rendez-vous, quand on leur a demandé ce qu'ils souhaitaient, la première phrase, et ce n'est pas une blague, c'est qu'on nous a demandé des WC suspendus. Je me permets de chambrer parce que cette maison, c'est la maison de mes parents. Et donc cette petite boutade revient régulièrement aux apéros. Mais donc, il n'y avait pas de demande particulière sur la matérialité, il n'y avait pas de demande particulière sur des demandes un peu loufoques ou un peu singulières qui pourraient inspirer des idées sur le projet, comme un toboggan, mais vraiment un programme très factuel. Et quand même une demande qui est intéressante, qui était d'apporter un maximum d'ouverture
à la fois pour la lumière, mais aussi pour pouvoir ventiler naturellement. L'autre particularité de cette zone, c'est qu'on est dans une zone où on a un PLU, donc un règlement d'urbanisme, qui est très classique pour ce type de zone où on a des lotissements. Et donc on nous demande pour créer, soi-disant, de l'intimité, peut-être qu'on en parlera aux questions enfin, mais pour créer de l'intimité, on nous demande de nous retraiter de 6 mètres de chacune des limites de la parcelle, sauf si on ne dépasse pas une certaine hauteur, et généralement cette hauteur-là, elle est déterminée par les garages que vous pouvez mettre ou des petits appentis qui ne dépassent pas 3 mètres en limite de parcelle. Nous, ce qui nous intéressait dans un premier temps, c'était d'arriver à qualifier justement les limites du terrain pour essayer de définir de l'intimité, aussi bien pour mes parents du coup, mais aussi pour les voisins. Et donc on a proposé cette maison en T, qui est en fait une grande longère, qui venait séquencer 3 zones dans la parcelle. Un patio qui était un petit peu le jardin, on va dire, privatif des parents et donc des clients. Un jardin un peu plus généreux. Et puis une séquence d'entrée avec une partie qui était liée au stationnement et donc un garage dans la dent creuse ici. Et puis un bout de piscine une piscine qui est au plus proche des marais et qu'on souhaitait justement pas visible depuis la séquence d'entrée quand on arrive en voiture ou quand on débarque à l'improviste. Donc on propose ça à la mairie et ça pose question parce que la mairie avait jamais vu un projet qui venait en limite séparative. Donc ils étaient moyennement emballés, mais l'idée en tout cas c'était de rester sur un gabarit très bas. Donc à la fois pour pas déjà, enfin nous on trouvait que c'était le dispositif le plus qualitatif, justement aussi bien pour les voisins que pour mes parents, et donc d'essayer de rabaisser au maximum le volume et d'avoir quasiment la toiture en débord qui était à 2,20 m, 2,30 m pour essayer de pas trop pénaliser les voisins, mais aussi de respecter le PLU quand on vient se greffer comme ça en limite de parcelle. Au niveau du programme, le plan il le traduit assez simplement. Donc on avait une partie, on va dire, pour les parents où ils sont plus ou moins autonomes avec un petit bureau, chambre, salle de bain, et toute une partie de vie qui était avec cuisine, séjour, qui s'ouvrait sur une terrasse couverte et donc avec une intimité assez forte, qui s'ouvrait sur les 2 grands jardins et qui étaient traversantes est-ouest. Et avec la barre du thé, qui, elle, hébergeait toutes les pièces pour les invités et les enfants, et qui pouvait être chauffée individuellement. C'est-à-dire on n'avait pas besoin de chauffer toute la maison quand les enfants ou les amis ne sont pas là. Donc c'était une grande longère, parce que ça se traduit peut-être assez mal comme ça sur des façades, mais on parle quand même d'une façade de 35 mètres de long, donc pour une maison c'est assez atypique, avec une forme aussi de toiture qui venait s'adapter à ce PLU, où donc on était au taquet de la hauteur sur les limites séparatives qui nous intéressaient, et puis on montait progressivement pour arriver à un faîtage un peu plus classique. Donc voilà ce que ça donnait. Donc ça, c'est l'image du PC. On dépose le PC voilà, tout de façon tout à fait normale. Bon, l'image n'est pas très belle, on n'est pas hyper fort en Photoshop, mais ça traduit assez bien l'état d'esprit qu'on souhaitait mettre en place. Et on n'a jamais reçu le document officiel comme quoi le PC était accepté. Alors, on a eu une obtention tacite, mais ça voulait quand même dire quelque chose par rapport à la mairie. C'est juste qu'ils étaient un peu gênés par ce PC parce qu'il était complètement réglementaire, mais il était hors norme pour eux et pour leur PLU. L'autre particularité de travailler avec ses parents, c'est qu'on n'avait pas de budget. Alors, je dis ses parents, mais en fait, c'était plutôt mes parents. Quand je demandais justement quel était le coût d'objectif, mon père me répondait « T'occupe pas de ça ». Mais c'était pas carte blanche. Donc c'était un peu compliqué de trouver le juste milieu sur l'équilibre financier, mais de toute façon, on était sur quelque chose d'assez
d'assez, on va dire, pas classique, mais et il n'y avait pas trop de fioritures. Sur la question de la matérialité, j'y reviendrai tout à l'heure, mais on avait deux souhaits un peu contradictoires. J'en avais un qui souhaitait du bois, et donc une maison en bois, et l'autre qui était plutôt sur un mode constructif traditionnel en maçonnerie. Et en plus, bon, ça j'y reviendrai, je m'embourbe peut-être un peu, mais mes parents avaient en tête depuis le début une entreprise. Ce qui est pas du tout évident pour nous architectes, puisqu'on se doutait qu'il y aurait assez peu de mise en concurrence, et donc on avait quelqu'un qui influençait mes parents. Malgré tous les apéros, j'ai essayé de leur expliquer l'intérêt de ne pas se cantonner à une seule entreprise. Mais bon, ils avaient un bon feeling avec cette personne qui s'est avérée très compétente, mais du coup, c'est vrai que ça a quand même un petit peu altéré les débats. Mais du coup, pas de budget, et donc on fait l'appel d'offres, et je reçois un coup de fil de mon père qui me dit, bah là, vous avez craqué, là, on explose le budget. Ok, mais quel budget? Donc il finit par me lâcher l'enveloppe qu'il a à peu près, donc qui était de l'ordre de 400 000 euros TTC. Et c'est vrai que pour en revenir au budget, c'est quelque chose auquel on est confronté, nous architectes, assez souvent. C'est que même avec des maîtrises d'ouvrage privées qui ont des moyens, généralement, le premier réflexe, c'est de ne pas nous donner de budget, parce qu'on va forcément faire quelque chose de cher. Bon, c'est une erreur, parce que du coup, on se retrouve avec une maison que finalement, on ne peut pas se payer. Et c'est surtout, on aurait adapté le dessin, et puis on aurait peut-être eu des discussions un peu différentes, notamment sur la surface du programme, qui me paraissait très généreuse, même si à terme, j'allais y passer des moments dans cette maison. Voilà, ça pouvait être un peu plus compact. Mais voilà, mes parents ont décidé de s'implanter dans cette région parce qu'ils ont pas mal de copains là-bas qui, eux, soit ont fait appel à des architectes, soit ont auto-construit. Et donc, quand ils ont demandé des prix de référence, c'est le jeu des faux semblants. Personne ne veut dire combien il a dépensé dans sa maison. Et donc, c'est des maisons très cheap. Et malgré notre opinion avec Simon, donc mon associé, qui leur disait, bah non, mais là, au niveau du mètre carré, c'est un peu déconnant ce que vous nous racontez. Bon, c'est le problème d'être le fils d'eux, c'est qu'on n'a pas forcément la même crédibilité, quand bien même on aurait eu notre diplôme et un peu d'expérience. Et donc on se retrouve à remouliner le projet, donc on a essayé de leur proposer de compacter le programme, mais on se heurtait à un mur, c'est qu'on restait sur le même nombre de chambres, on a réussi à diminuer certaines surfaces, mais malgré tout on est sur une maison de 215 mètres carrés. Donc l'économie, elle ne se fait pas vraiment sur le delta de 15 mètres carrés. Donc la solution, d'autant plus qu'on avait eu le temps d'échanger un petit peu avec la mairie, qui nous incitait fortement à retomber sur une forme assez traditionnelle de maison plus compacte et donc avec un étage. Ce qui nous enchantait un peu moins, parce que du coup, sur la qualification des limites, on trouvait, et on trouve toujours ça, moins fort. Donc là, il s'agissait d'adapter le projet pour quand même garder des orientations fortes, et d'arriver à qualifier un maximum de limites avec des volumes bâtis. Donc ce qu'on a proposé, c'est de compacter la maison en faisant un étage, du coup de l'épaissir, parce qu'elle était assez fine sur la première mouture. Et donc on a proposé un volume compact qui est légèrement de biais pour profiter au maximum de la vue et donc filer par rapport aux limites vers le marais. On vient qualifier les limites, alors non plus avec la maison, mais plutôt avec les annexes. Donc là, on a le garage qui nous permet de dissimuler la voiture depuis les espaces nobles. C'est un garage et un atelier, il n'y a pas que... Et le local de piscine qui nous permet aussi de venir qualifier cette limite-là et de nous dissimuler un petit peu et de créer de l'intimité dans cette zone. Mais du coup, en coupe, c'est tout de suite un peu plus impactant. D'autant plus que le PLU nous impose une toiture à 2 pans, à 40 ou 45 degrés, donc tout de suite, voilà, on arrive sur des volumes qui, pour nous, semblent plus pénalisants pour les voisins, mais pour la mairie, la rassurer beaucoup plus. Et du coup, on se confronte à nouveau à cette histoire de matérialité et de mode constructif. Donc nous, on aurait bien aimé être sur de la terre crue, sur du béton de chanvre. Mon père était moyennement motivé, d'autant plus que le maçon qui était pressenti ne maîtrisait pas du tout ces modes constructifs. Donc, ce qu'on a proposé, c'est un socle maçonné
sur lequel repose une charpente. Et donc l'étage, c'est non seulement une charpente, mais aussi, en fait, c'est un grenier plus, en ossature bois, bardage bois et isolant en laine de bois. Et donc c'était un intermédiaire, on arrivait à contenter à la fois mon père, ma mère, et puis le maçon qui était pressenti dans le projet. Donc par contre, les pignons, c'est vrai que comme on avait tous ces vis-à-vis, on a proposé des pignons volontairement opaques, à l'exception du pignon qui se trouve, donc c'est le pignon sud, qui, je le montrerai tout à l'heure sur les photos, mais qui abrite une partie du programme qui du coup n'était pas demandée, mais une loggia qui est à l'étage et qui permet de profiter de la vue du marais tout en étant à l'abri du soleil ou des intempéries. Mais le plan se retrouve... simplifié, je ne sais pas, mais le plan de rez-de-chaussée est séquencé en 3 parties avec une pièce centrale qui est le séjour, la partie parentale sur la droite, et puis séjour, bureau, coin télé et buanderie dans l'angle sud. Et toutes les pièces principales du coup de la maison, que ce soit la cuisine, salle à manger, séjour, chambre parentale, s'orientent vers le marais. Et à l'étage, c'est le même principe, avec donc 2 chambres et un espace un peu singulier au niveau du séjour. Donc on a joué sur une hauteur un peu plus généreuse au niveau du séjour, ce qui fait, et ça sera illustré tout à l'heure en coupe et sur les photos, qu'on a une mezzanine ici qui est 80 cm au-dessus du niveau classique de l'étage. Et cette loggia, donc, qui plombe parfaitement sur la cuisine salle à manger. Et puis la chambre de mon frère qui n'a pas de chance, mais elle file vers les voisins. Il n'était pas là pendant les réunions, tant pis pour lui, les absents toujours tard. Mais voilà, en tout cas, le principe qui est illustré en coupe, c'était d'avoir cette pièce centrale de la maison, donc le séjour, et d'essayer un peu de combiner toute la maison autour de cette pièce. Et donc, cette hauteur particulière qui crée une mezzanine à l'étage. Et on accède à l'étage par l'escalier qui, lui, est derrière une bibliothèque. Cette bibliothèque se prolonge à l'étage et vient constituer le garde-corps de la mezzanine. Donc ça, c'est l'image du PC. On passe l'appel d'offres, on rentre dans le coup, plus ou moins. On rentre dans le coup. Et donc commence le chantier. Donc on a mis à peu près 1 an à faire le chantier. On a pris un peu de retard parce qu'on a eu des intempéries, mais l'idée au niveau des matériaux, c'était d'être en briques monomures pour essayer de réduire le temps de pose et de ne pas avoir à couler du béton, pas être sur une mise en œuvre de parpaing traditionnel. L'ossature bois après qui se monte, donc la charpente. Donc ça finalement c'est le squelette de la maison, mais c'est assez fidèle à ce qu'elle va être plus tard. Et donc quelques vues. Donc la vue depuis le marais. Je vois que j'ai dépassé le temps. La vue depuis la séquence d'entrée. La façade arrière. Donc là la matérialité qui est illustrée juste par un petit zoom. Je vous passe les détails de mise en œuvre des menuiseries où on a fait en sorte que les dormants soient cachés, que les coulisses de store soient cachées, ce qui a généré pas mal de discussions avec les entreprises et quelques prises de tête. Mais on a essayé en tout cas de rester sur des matériaux naturels, donc on est sur un enduit naturel à la chaux. Le bois, c'est un bardage bois en mélèze qui n'est pas traité, qui va griser naturellement, il a déjà commencé à griser. L'intérieur de la loggia, donc, qui est une pièce un peu singulière et dont on profite aujourd'hui. Et après, aussi mettre en valeur le bois à l'intérieur de la maison, donc à travers la bibliothèque, les revêtements de sol. Ça nous permet de jouer aussi sur la lumière. Et des images de la mezzanine, donc avec le garde-corps qui est la bibliothèque. Et voilà un peu la volumétrie que génère cette grande toiture. Et je terminerai là-dessus. On va passer au 3e et dernier projet. Donc
C'est un projet de l'agence Bellenfant d'Aubas. C'est une agence qui existe depuis 1998. Ce soir, nous avons Bruno Bellenfant avec nous qui va nous présenter le projet. Il est associé à Loïc Daubas à l'agence. C'est une agence singulière, on peut le dire, parce que c'est une agence qui a toujours porté depuis le début des vraies problématiques en termes d'environnement et en termes de santé. La santé à l'intérieur du logement et à l'intérieur de l'habitation. Et donc l'atelier Bellenfant s'est d'abord consacré à des restructurations de bâtiments anciens et ensuite à travailler sur des sujets beaucoup plus vastes, notamment marché public, avec une ligne directrice, c'est l'implication sociale et environnementale adaptée à chaque projet. De nombreuses distinctions, vous avez été lauréat du prix public Aperçu, c'est un prix qu'on connaît bien ici. Donc, en 2017 avec le pôle en face de Bouvron, vous avez été sélectionné au prix national de la construction bois en 2016 pour le bâtiment de la Passerelle, lauréat d'ailleurs je crois aussi. Deuxième lauréat, et sélectionné à la Biennale de Venise dans le pavillon français en 2016. Des belles réalisations. En parallèle, vous êtes tous les deux enseignants en école d'architecture, à l'école d'architecture de Nantes et de Rennes pour monsieur Daubas. Et nous vous invitons ce soir donc, pour la maison que vous avez réalisée à Nozay, pareil l'année dernière. J'ai repris aussi une petite phrase sur votre site internet. Nous concevons notre rôle comme traducteur de besoins et d'envie en espace. Nous sommes conscients de l'effet papillon et œuvrons pour que nos choix soient les plus vertueux pour nous tous et notre planète Terre. Alors je vais vous présenter ce projet qui est pour moi un peu particulier puisqu'en fait c'est ma maison. Enfin la maison pour moi et ma famille. Que nous avons conçue, construite et qui s'est terminée l'année dernière. Donc, en gros, le grand temps du projet, les grandes dates, c'est le début de conception en 2011, début du chantier, conception assez longue finalement, parce qu'il y a eu beaucoup de sédimentation d'idées, etc. Début du chantier, par contre, juin 2017 et emménagement en avril 2018. Donc, chantier très rapide. Et quand bien même, on a même nous-mêmes mis la main à la pâte. Alors, quand on m'a proposé de raconter l'histoire de ma maison, j'ai tout de suite pensé à cette histoire-là, l'histoire d'une maison, que je recommande à tout le monde de lire, qui est en fait une histoire initiatique d'un futur architecte qui conçoit une maison pour sa sœur, donc à un moment particulier de l'histoire qui est la chute de l'Empire de Napoléon III en 1870. Et donc c'est la petite histoire de la maison qui rejoint la grande histoire de France et l'histoire des techniques en même temps, puisqu'on est à un moment aussi particulier de l'histoire de la construction. Et donc ce qui est intéressant, c'est qu'en fait ça rejoint encore toutes les questions qu'on se pose aujourd'hui, c'est-à-dire quand on veut concevoir une maison, on a un site, comment l'implanter dans un site, donc faire le tour du site, bien l'arpenter, le comprendre, avoir une culture du site et le connaître en profondeur, connaître les ressources qui sont à disposition, à plus ou moins grande proximité. Il y a des ressources qui sont directement là, sous nos pieds, donc pourquoi ne pas les utiliser? C'est toutes les questions également qui se posent de tout temps, c'est-à-dire l'orientation, le climat, les vents, les vues, voilà, et j'en passe. Et la question, bien sûr, la question économique, qui est une question récurrente, bien sûr, forcément, puisque les budgets ne sont jamais illimités. Donc voilà un petit aperçu, là, en cours de chantier, qui résume pas mal finalement, pour une petite image comme ça, résume pas mal de questions entre la nature, la ressource, la terre, le bâtiment qui se construit. Et donc, il est assez emblématique sur les différents plans, les différentes profondeurs de tout un questionnement. Et puis, quand on travaille sur la conception d'un bâtiment, d'une maison, quelque bâtiment que ce soit, on a toujours des horizons comme ça qui sont dessinés, décrits par certains projets, par certaines réalisations qu'on a vues. Et particulièrement, cette image-là, pour moi, c'est une image assez emblématique et qui est presque obsessionnelle. Une question de lumière, de matériaux, et c'est un projet donc un projet conçu par une architecte autrichienne, une jeune architecte autrichienne qui est Anna Heringer. Donc c'est une école qu'elle a conçue au Bangladesh. Et donc voilà, c'est un projet absolument formidable, à la fois pour la question des matériaux, c'est-à-dire la terre crue, le bambou, les textiles qui sont utilisés dans
dans l'aménagement de cette école-là. Donc, concevant par ailleurs, nous, à l'agence aussi des écoles, eh ben, c'est une image qui nous fait saliver, parce que maintes fois, on s'est dit, un jour, une école comme ça, on pourra la faire ici, en France, malgré tous les obstacles qu'il y a pour le faire. Parce que dans un pays que certains pourraient juger, on va dire, moins bien développé que la France, on peut faire des choses, on va dire, des réalisations bien plus marquantes qu'avec toute notre technologie, on peut faire ici en France. Sachant que c'est une école aussi qui est basée sur une réalisation qui est basée sur l'utilisation des savoir-faire locaux et l'utilisation de la main-d'œuvre locale et des matériaux qui sont sur place. Voilà, donc là c'est une image de cette maison-là, façade sur rue. Alors le contexte, c'est un contexte, on va dire, urbain d'un bourg, d'une petite commune qui est la commune de Nozay, à 40 km au nord de Nantes. Et donc c'est une commune de presque 4000 habitants. Donc on est vraiment dans le bourg, bien que ce ne soit pas vraiment très, très dense. On est sur une rue, une petite rue qui est construite d'un côté, mais qui n'était pas construite de l'autre. C'est une parcelle maraîchère. On a juste ce bâtiment en pierre au bout qui fait l'angle de la rue. Et néanmoins, c'est une petite rue qui ne paye pas de mine, mais qui historiquement qui est très importante, puisqu'en fait, elle figure déjà dans le cadastre napoléonien. Et donc, c'est la rue en fait, qui traverse le bourg de Nozay et qui fait, en fait, c'est la route qui va de Châteaubriand à Guérande. Donc, une route très empruntée, notamment une route du sel. Voilà, donc c'est une rue qui ne paye pas de mine, mais qui historiquement est présente. Et la grosse interrogation, c'est ce dénivelé, puisque le terrain lui-même est 2 mètres au-dessus de la rue. On se dit c'est forcément du remblai, mais non, en fait, c'est déjà présent depuis très longtemps ici. Alors on sait, et on a pu trouver sur site que on est sur un site d'extraction de fer sur Nozay. Et donc, même en creusant, on a trouvé du minerai de fer sur le terrain. Bon, on ne l'a pas réutilisé parce que ça, on aurait pu. On a eu l'idée de faire un four de campagne et puis de transformer la ressource en fer. Mais bon, on n'est pas encore allé jusque-là. Un jour, on le fera. Mais voilà, donc on est sur un site qui n'est pas neutre. Voilà. Donc ce dénivelé, en tout cas, c'était à la fois l'une des raisons qui rend ce terrain intéressant. Ce terrain singulier et intéressant, c'est ce dénivelé-là. Après, comment en tirer parti, comment le projet va faire en sorte que ce dénivelé-là ne soit pas une contrainte, mais au contraire un atout. Donc, finalement, tout l'intérêt de cette maison-là, qui est d'ailleurs, la rue est assez bien orientée, c'est-à-dire que la façade est orientée quasiment plein sud, donc permet de bénéficier assez facilement des rayons du soleil. Donc toute la partie rez-de-chaussée, c'est un socle minéral qui fait soutènement par rapport au terrain, donc qui abrite des fonctions annexes comme les garages, une remise et l'accès à l'étage. Et donc la maison se développe côté rue en R+1 et côté jardin en rez-de-jardin. Donc on est de plein pied par rapport au jardin. Et ce qui fait cette situation singulière, vu que les pièces de ce niveau-là sont en double orientation. C'est-à-dire qu'en fait, on est ouvert des deux côtés, on est en balcon sur la rue d'un côté et de plein pied sur le jardin de l'autre côté. Alors, étant plein sud, effectivement, on a une situation privilégiée par rapport à l'ensoleillement et au climat. Donc, on se protège avec des brise-soleil orientables qui permettent de moduler simplement la lumière. Donc, de préférence d'ailleurs à des volets roulants qui sont des choses que nous aussi on fait extrêmement rarement, parce qu'en fait, c'est rarement pertinent comme solution. Et les matériaux de façade, donc l'ossature bois qui est sur les 2 niveaux supérieurs, est revêtu d'un bardage bois. Alors c'est quelque chose d'assez récurrent. Quand on fait un bardage, finalement on expérimente depuis assez longtemps ce type de bardage. C'est un bardage vertical, brut, de sciage. Sans usinage, rien, c'est de la planche. Et c'est ce qui vieillit le mieux. En vertical et brut, avec juste des couvre-joints pour protéger l'ossature bois. Et puis là, une vue intérieure, donc là on est sur la façade arrière côté jardin, donc un volume qui fait tampon vis-à-vis du jardin. Vous voyez donc là, alors vous voyez, en fait, le chantier n'était pas complètement fini quand on l'a terminé, mais donc il n'est jamais vraiment fini d'ailleurs. Mais on a ces baies-là
qui donne côté jardin et cette façade lumineuse en polycarbonate qui peut s'ouvrir avec des grands volets coulissants. Donc, ce qui fait que de l'intérieur, on est complètement en prise avec le jardin, en direct, avec un accès direct. Et quelques ouvrages, on a deux comme ça, deux terrasses à l'étage supérieur qui permettent de se projeter vers le jardin. Et donc, comme vous avez remarqué, le bâtiment est en deux parties. Je reviens en arrière. Donc, une première toiture ici qui est là-haut, qui est en toiture terrasse, une membrane synthétique. Et sur l'arrière, une toiture qui couvre cet espace tampon qui est recouvert de panneaux photovoltaïques. Alors, justement, cette toiture-là me permet d'aborder la question des matériaux biosourcés, puisqu'en fait, tous les isolants sont en matériaux biosourcés, que ce soit l'isolant au niveau de la dalle du rez-de-jardin qui est du liège, la laine de bois, etc. On a de la ouate, enfin un isolant pour l'acoustique en ouate et à fibre de chanvre. Et la particularité, qui n'est pas toujours facile à concilier, c'est un isolant biosourcé avec une toiture en membrane synthétique. Et en fait, la réponse qu'on commence à faire depuis un moment et qui marche bien finalement, c'est de faire une toiture froide ventilée. C'est-à-dire qu'en fait, l'isolation est ventilée, elle respire. Tous les isolants respirent. Il n'y a pas le blocage de la vapeur d'eau par une membrane synthétique. Il y a une lame d'air. Bon, c'est peut-être un peu technique, je ne vais pas m'apesantir là-dessus. Donc voilà, donc là on est sous la partie de toiture qui est recouverte avec des panneaux photovoltaïques. Et alors je fais à l'envers, en fait, je commence par la fin, puis après on va petit à petit aller vers le début. Et donc tout l'étage, enfin le rez-de-jardin et le R+1 donc sont en ossature bois, et l'ossature bois et les murs de refend intérieurs, donc qui ne sont pas en contact avec l'extérieur, sont remplis avec des briques de terre crue, qu'on appelle selon la technique de l'adobe. Et toutes les parois extérieures sont en béton de chanvre. Donc béton de chanvre, ça veut dire c'est pas un béton traditionnel comme il y en a ici, là. C'est un liant qui est la chaux avec un granulat qui est la chènevoite issue de la plante, le chanvre. Et donc l'ensemble fait un isolant, un mur isolant qui fait 35 cm d'épaisseur et qui vient s'appliquer sur l'ossature bois. Et ensuite, à l'intérieur, c'est fini en enduit terre. Donc là, ce que vous voyez ici, c'est les briques d'adobe qui viennent remplir les caissons qui sont délimités par les montants d'ossature bois. Et qui permettent de faire aussi des petits jeux de claustras pour à la fois ajourer et en même temps faciliter les circuits de convection de l'air chaud qui peut monter à l'étage. Donc la maison est chauffée avec un poêle à bois, uniquement un poêle à granulés. La réglementation impose qu'on ait des chauffages complémentaires. Donc on les met, et une fois qu'on a la conformité, on les enlève, c'est pas grave, parce qu'en fait ils servent à rien. Des convecteurs électriques qui coûtent pas cher et qu'on enlève à la fin et qu'on revend. C'est tout le problème réglementaire de la réglementation thermique 2012 qui n'est pas du tout adaptée à certaines façons de chauffer une maison. Un poêle à bois suffit amplement et on l'a expérimenté maintenant depuis un moment, donc ce n'est pas un problème du tout. Voilà, on voit de l'autre côté cet escalier qui permet d'accéder à l'étage qui est entièrement recouvert de ces briques de terre crue. Voilà, c'est quelques images, puis après je vais vous montrer un peu dans la conception comment on est arrivé là. Ces briques-là qui venaient d'être fabriquées, donc qui sont qu'on voit de près, donc c'est un matériau qui a une texture, une chaleur, une qualité au toucher qui est absolument voilà, incomparable. La photo, en fait, même si elle est belle, elle ne rend pas compte exactement de ce que c'est que ce rapport au matériau. Et voilà, le matériau vient de là. Donc voilà, cette photo-là, c'est peut-être là. Si j'en avais qu'une seule à montrer, ce serait celle-là. C'est-à-dire que là, c'est sur le chantier. Hein. On a creusé, terrassé pour construire la maison, et puis donc on avait ce front de terrain là, qui est comme une coupe géologique. Vous avez en partie supérieure, vous avez 20-25 cm de terre végétale.
Et puis petit à petit, on a toute une stratification avec des couleurs différentes. Et vraiment, c'est multicolore. Ça va du violet au rouge, jaune. Il y a même parfois des petits granulats un peu bleutés. Vous voyez ici en fait un ensemble de pierres, une roche très altérée, qui sont issues du tamisage tout simplement de la terre qu'on a utilisée pour faire les briques. Donc on les voit là, c'est un peu comme un éboulis. On trouve de temps en temps quelques fragments de minerais de fer là, sur cette coupe-là. Voilà, donc la terre qui a été utilisée dans la maison vient directement du terrain. Donc elle a été prise sur place, mise de côté, et puis après travaillée sur place et remise en place directement. Elle n'a pas fait de voyage, elle a voyagé de maximum une vingtaine de mètres, quoi. Et voilà. Donc voilà, cette terre-là, elle est travaillée, tamisée, avec des moyens très rudimentaires finalement, hein, avec de la récupération de palettes, un grillage à poules, et c'est parti, il n'y a pas besoin de plus pour faire des ouvrages assez ponctuels. Donc qui ont permis de préparer la terre pour faire des briques d'adobe. Et puis toujours matériel très rudimentaire, le fait de faire un moule, d'utiliser ce moule pour faire des briques de terre et les aligner sur le sol, les faire sécher. Alors ça tombait bien, c'était dans une période estivale en 2017 où il faisait très chaud. Il n'y a pas eu beaucoup de pluie, très peu, un petit peu. En plus, on était abrité, donc il n'y avait aucun problème. Donc ça séchait relativement vite. Donc en 2 semaines, on avait des briques sèches. Et puis voilà, après, on les a montées dans les murs en ossature bois. On avait bien préparé la dimension de ces briques-là, l'alternance des différents rangs, le calpinage par rapport à la hauteur des traverses bois, de façon à ce que ça ait un rendu assez soigné. On a pris soin d'alterner. Il y a 2 types de briques, on les voit ici. Des briques assez épaisses, ici assez hautes, et puis tout d'un coup un rang de briques plus plates. Et on alterne les 3 rangs de briques hautes, un rang de briques plates, et ainsi de suite. Ce qui donne un rythme plus intéressant que si c'était juste le seul même modèle de briques qu'on utilisait exclusivement. Alors je reviens encore du coup en arrière, c'est les prémices de la conception. Alors là, c'est pas compréhensible ce que j'ai montré là, mais en fait j'ai retrouvé mes carnets de croquis de l'époque, donc qui datent de 2011. Et puis voilà, je me suis un peu replongé dedans pour voir un peu comment ça a évolué. C'est vraiment les prémices, c'est-à-dire qu'on lâche un peu toutes les idées. Voilà, on suit une idée, on suit un fil, et puis après le fil, soit on le tient, soit on le lâche, soit on va voir ailleurs, soit on le garde. Et donc j'ai retrouvé, une 60aine de pages de carnet de croquis, mais c'est vraiment que les prémices, c'est-à-dire que c'est avant même de passer au plan sur calque, ou encore même bien avant l'informatique. Et effectivement, la plupart des architectes que je connais travaillent nécessairement à la main. C'est assez rare et même contre-productif de travailler directement en informatique. Je ne vois pas comment c'est possible d'ailleurs. Et voilà, donc je vous ai extrait quelques pages de croquis pour vous montrer qu'on ne cherche pas à faire des beaux dessins. En fait, c'est des dessins de conception, c'est-à-dire d'organisation en plan, en coupe, des petites idées comme ça qui passent fugitives et qu'on essaye de fixer sur le papier pour pouvoir s'en souvenir et les réutiliser, pour capitaliser un peu tout un ensemble d'idées qu'on compile. Et donc, en fait, l'organisation en plan, elle tourne forcément autour des questions qui sont la place d'un escalier. La première chose à laquelle on pense quand on conçoit une maison, c'est comment on va mettre l'escalier. Parce que l'escalier, à partir du moment où il est placé dans un plan, finalement, il génère tout le reste. Donc la place de l'escalier, c'est un élément essentiel. Il ne vient pas à la fin, il vient au début. La place et je dis souvent même en rigolant, c'est 2 éléments essentiels, c'est la place de l'escalier et des toilettes. Quand on a fait ça, après, le plan, il est fini. Et c'est ce qui passe le plus de temps à faire. Et donc, il y a différentes façons de placer un escalier voilà, et qui permettent de distribuer des espaces divers, donc de passer des espaces plutôt collectifs à des espaces plutôt privatifs. L'organisation, effectivement, quand vous voyez les notes de calcul, ça veut dire que on cherche à tramer à ce que ça rentre, à caler les choses, les épaisseurs de murs, les trames constructives. Effectivement, après chacun a sa façon de concevoir. Moi, je vais assez rapidement sur la définition des trames constructives dans un plan. Et donc, pour moi, la trame constructive est quelque chose d'important. Elle a une incidence importante sur les portées des planchers, par exemple.
Et donc sur le dimensionnement des poutres, des solivages, et également, in fine, sur le coût également. Plus on cherche à faire des portées importantes, plus on va avoir des coûts induits qui seront importants. Donc et le but est d'essayer d'aller vers des éléments constructifs qui soient les plus standards possibles. Donc des planchers standards, massifs, en évitant le recours aux lamellés collés ou d'autres systèmes. Et donc, j'en ai mis quelques-uns, croquis, on voit toujours un peu les mêmes questions qui finissent par se figer vers une direction, c'est-à-dire un plan assez en longueur avec une trame qui alterne, une trame constructive d'environ 3 mètres, 3 mètres 50, qui permettent d'être le plus souple possible pour s'adapter à la configuration des lieux. En cherchant également parfois des petites visions comme ça d'un espace à double hauteur qui ne s'est jamais fait d'ailleurs, mais voilà, qui permettent d'aller au bout d'une idée avant de la continuer ou de l'abandonner. On voit la façade en général, ça vient vraiment à la fin, c'est des questions qui se posent vraiment quand on a un peu épuisé tout le reste. Et puis les questions de forme et de façade, c'est des questions en fait qui ne sont pas forcément très intéressantes, mais il y a un moment, on est obligé de s'y coller. Et là, les questions qui se posent peuvent être assez douloureuses parce que finalement, ce qu'on a pu essayer de concevoir en plan, peut-être qu'en façade, ça rend un truc qui est absolument moche. Et on se pose toujours ces questions. À quoi sert une fenêtre? Une fenêtre, elle sert à voir dehors. Elle sert aussi à faire rentrer la lumière. Et elle sert à voir, mais ça veut dire voir comment, c'est-à-dire que voir en panorama, voir en vue plongeante. Bon, toute la composition de façade, en fait, elle est issue de ce questionnement sur la signification et l'utilisation d'une fenêtre. Voilà, je crois que le temps est fini, donc je vais passer vite. Donc, je vous montre un peu toutes les étapes. C'est pas la peine de tout détailler. Se posent aussi les questions techniques. On fait des coupes techniques. Là, je me suis posé la question de faire des cloisons en torchis à un moment, donc d'insérer dans des ossatures bois des quenouilles de terre pour avoir cette qualité de matériaux. Voilà, je passe un peu fouillis. Voilà, d'autres tentatives complètement différentes. Je crois que c'est en fait les premiers croquis sont les premières prémices sont les derniers croquis finalement. Au passage, finalement, je retrouve dans ces carnets de croquis-là des croquis d'un voyage à Lyon, par exemple. Mais tout ça, ça nourrit le projet quelque part, les voyages et les découvertes. Tout d'un coup, aussi, je me suis rendu compte que je suis allé à Rome, en plein entre deux croquis sur la maison. Des façades, voilà, toujours la question des trames constructives, la place de l'escalier qu'on retrouve souvent dans ces croquis. Et puis tout d'un coup, j'ai retrouvé finalement le premier croquis des prémices du projet dont il a été question tout à l'heure, le projet de l'école de Bouvron, qui nous a valu le prix il y a 2 ans, le prix du public. Et en fait, tout le concept principal est là, même si le projet est un tout petit peu changé, mais en fait, c'est la première fois, c'est ce premier croquis sur lequel le concept a été mis sur le papier. Voilà, je passe. Voilà, et puis voilà, je finis sur cette image-là du mur en terre qui est beau en chantier. Voilà, merci. On va pouvoir passer un temps d'échange. Si vous voulez prolonger certains éléments qui ont été dits tout à l'heure, si vous avez des interrogations aussi sur les pratiques des 3 archis présents, c'est à moi. Voilà, si vous avez des questions, n'hésitez pas, vous pouvez lever la main, il y a un autre micro qui circule dans la salle. Ou alors ça a été super clair, super dense. Bonsoir. En fait, moi j'ai 2 questions et 2 étonnements. La première question, elle est valable pour 2 projets au moins sur 3. C'est vos hauteurs de plafond avec énormément de volume, de mezzanine, etc. Et si j'ai bien compris, on est plutôt sur des maisons passives, assez peu énergivores. Et en tant que néophyte, enfin béotien, moi j'y vois une contradiction. Bon, elle n'est peut-être pas là. Ça, c'est mon premier sujet. Mon deuxième sujet est radicalement différent. Il est par rapport à l'insertion du paysage, parce que vos 3 maisons sont très chouettes, très contemporaines, mais assez dissonantes par rapport aux maisons qu'on peut voir en arrière-plan.
Alors peut-être moins le deuxième projet que les deux autres. Et ma question est par rapport aux insertions et aux contraintes de PLU. Comment vous arrivez à faire des maisons aussi dissonantes quand on voit les maisons très classiques pour le troisième projet qui est une maison en pierre très, très basique à côté, et pour le premier projet c'est pareil, on est à la chapelle je crois de mémoire, et bon, on voit autour c'est très pavillonnaire, donc voilà mes deux questions. Merci. Qui s'y colle? Sur la question de la hauteur sous plafond et des volumes chauffés, ça, après, c'est des ajustements techniques. Alors, pour ce qui nous concerne, la maison, elle n'est pas passive, elle est RTI 2012, moins 20%. Et effectivement, certaines photos montrent des hauteurs sous plafond très généreuses, mais ces hauteurs sous plafond très généreuses, elles sont localisées très ponctuellement pour éviter justement d'avoir trop de surface à chauffer et donc d'être dans une contradiction. Donc il y a ce grenier qui profite d'un effet cathédrale au-dessus de la toiture. Toute la partie chambre est limitée à 2,70 m et le séjour. Pour le reste, on est sur des tailles un peu plus généreuses que si vous allez acheter un logement chez Nexity, vous êtes limité à 2,50 m, mais on est sur 2,70 m, donc on n'est pas sur des choses complètement délirantes. Et après, c'est des ajustements avec nos bureaux d'études pour trouver le bon compromis entre la hauteur, la puissance des équipements et les modes de chauffage, etc. Je ne sais pas si vous voulez ajouter quelque chose. Oui, en fait, une maison, ce n'est jamais une réponse exclusivement technique et réglementaire, c'est pas possible. Une maison répond aussi à des aspirations individuelles, à des souhaits, à des désirs, à des envies. Donc, il y a des contradictions. Notre travail, je pense, c'est ne faire que essayer de régler des contradictions entre d'un côté, oui, il faut économiser l'énergie, d'un autre côté, oui, mais on veut quand même avoir des espaces où on respire, où on se sent bien, où on a de la lumière. Dès qu'on fait une fenêtre, effectivement, ça dépense plus d'énergie qu'un mur plein isolé, mais en même temps, on a aussi besoin de lumière, on a envie de vue. Donc on ne peut pas résumer un projet au fait d'avoir une réponse réglementaire, technique et systématique. Donc, et sur la question de la dissonance, ça ne m'avait pas du tout marqué, cette dissonance-là. Mais parce que nous, en fait, peut-être qu'on est habitué à la diversité dans l'architecture. Et quand vous regardez quelques bourgs, que ce soit, quelques villes, que ce soit, en fait, on a des époques différentes dans une ville, des juxtapositions. Alors, il se trouve que des quartiers sont homogènes parce qu'ils ont été construits à des époques homogènes, en même temps ou à quelques années d'écart, mais à partir du moment où on intervient aujourd'hui dans un environnement qui a été construit à une autre époque, on ne va pas mimer de façon, on va dire, on va pas mimer ce qui s'est fait auparavant. On n'a plus la technique, on ne va pas faire des murs en pierre comme on les faisait précédemment au XIXe siècle, ça n'a pas de sens. On les fait différemment, on les fait avec d'autres façons ou sur une envergure différente, à des endroits différents. Donc là encore, c'est un ajustement et c'est un ajustement face à une contradiction. C'est-à-dire que la question de l'intégration à l'environnement, c'est un peu une tarte à la crème, parce que on peut questionner 50 personnes, il y aura 50 avis différents pour savoir ce que c'est que l'intégration. Et chacun, nous, en tant qu'architecte, on développe une posture par rapport à ces questions d'intégration qui peut passer par le matériau qu'on utilise. Par exemple, le bardage bois brut de sciage, pour moi, c'est un matériau qui vieillit bien et qui finalement se patine et s'harmonise vraiment assez bien avec pas mal d'environnements, tout comme la pierre. Je trouve ça plus choquant, moi, de voir un mur en pierre, un vieux mur en pierre qui a été sablé, par exemple, où toute la patine et toute la patine du temps qui s'est accumulée par les mousses, les lichens sur la pierre a été gommée. Je trouve ça plus choquant que de mettre un autre matériau différent à côté. Voilà. Et le matériau qui va vieillir, s'user, finalement, va finir par se fondre dans cet environnement-là si on le laisse aussi vieillir correctement. Moins complet. Je réponds surtout sur la maison de la Chapelle-sur-Erdre. Effectivement, on a des grands volumes, mais comme le disait très bien
Bruno, c'était une question de volonté, de volume, d'envie d'architecture, d'envie de vue sur l'extérieur. Et là aussi, il y a une question. On a réfléchi en enveloppe générale. On a eu un bureau d'études thermiques très pointu sur le coup aussi, qui nous a conseillé. Effectivement, on aurait gagné un peu d'énergie en faisant deux planchers à la place, en étant sur des hauteurs de plafond plus standards, mais dans le même temps, cette hauteur a permis une diffusion de la lumière, une diffusion de la chaleur sur l'ensemble du volume, et on a globalement un volume très 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 hermétique, très isolé, ce qui nous a permis, si vous voulez, ce qu'on s'offre en volume, en qualité de vie, ça a été compensé par une enveloppe très 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 isolante en fait, extrêmement isolante. Là, on est sur 34 cm, même plus, je ne sais plus, 34 cm d'isolant à peu près sur les murs. Ça commence à être assez épais, d'où le saturbois, qui permet d'avoir aussi des complexes très isolants avec des épaisseurs relativement correctes. Et bon, ce qui concerne le PLU, enfin la confrontation avec l'environnement, les constructions environnantes, déjà, c'est très, très hétérogène autour. Enfin, c'est beaucoup de vieilles bâtisses, là, dans la Chapelle-sur-Erdre, avec des formes différentes, avec des orientations différentes. Donc, je ne pense pas qu'il y ait de standards. Et honnêtement, si on avait construit 10 maisons identiques avec une même forme de toiture dans cette rue-là, je pense que son charme, le charme dont je parlais au début du paysage, ne serait plus là. Donc, je pense que la variété, oui, et la réflexion qu'on apporte, et on est, enfin, en ce qui me concerne, je trouve que ce projet est relativement sage par rapport à son volume. On est sur des toitures, on est sur des, voilà, on a travaillé sur des sites classés où on a des toitures plates. Ça a été validé aussi par des architectes des bâtiments de France, parce que derrière il y a un discours d'implication dans un endroit, de pourquoi ce projet vient là. Voilà, il y a une explication, et je pense que quand on le voit en réalité, on s'imprime de cette démarche qu'on a voulu avoir et qu'on essaye de démontrer à tout le monde. Donc après, oui, on ne peut pas plaire à tout le monde, effectivement, c'est possible. Je ne sais pas si ça vous répond à vos questions. Monsieur Le Carpentier Sylvain, je vais me présenter brièvement. J'ai fait une formation en éco-construction et restauration du patrimoine dans la Manche. Et je tenais tout d'abord à vous remercier déjà les personnes qui ont réalisé ce débat, du moins cette présentation débat après, et remercier aussi la personne, le dernier projet justement, parce que pour moi le premier matériau biosourcé c'est la terre. On la prend, on l'utilise directement sur site, et justement j'essaye de travailler sur un projet pour l'utilisation de cette terre et que ça devienne plus souvent en fait, parce que là, je viens de juste travailler sur ce projet en fait. C'est dans la zone de Vertou, Décathlon Vertou, je ne vais pas faire trop de pub, mais il y a eu un décaissement qui s'est réalisé. Ça représente à peu près une bonne vingtaine de camions. Terre argileuse, du coup j'ai pas forcément trop testé, mais mes connaissances me disent qu'il y avait vraiment quelque chose à faire. Cette terre, elle a été transportée dans des quartiers de Carquefou pour terre de remblai. Et du coup, je pense que en tant qu'architecte, vous allez pouvoir aussi nous dire toutes les valeurs de la terre, en termes d'hydrométrie, en termes d'isolant, en termes de facilité de mise en œuvre. Et je voulais savoir justement votre regard et savoir les évolutions. Et aussi au niveau de l'architecture, je vais vraiment faire bref, excusez-moi. Au niveau de l'architecture, là vous présentez aussi des maisons à titre individuel, mais bon, nous savons que l'architecture aussi va devoir évoluer. Et que nous avons voilà, des problématiques qui font qu'aujourd'hui encore on peut, et demain, comment on l'écrit. Voilà. Okay.
Alors, je vais d'abord répondre sur la terre, mais je te laisserai répondre. Mais tu es plus grand spécialiste. Moi, je plus sur un fantasme de la terre, parce que j'ai jamais construit encore en terre. J'adorerais ça et j'attends le jour où, mais j'ai pas encore eu l'occasion. Mais voilà. Bon, nous, on a une grande affinité avec le bois. C'est vrai que c'est culturellement, c'est quelque chose que je pratique depuis longtemps. Donc c'est vrai qu'on vient souvent nous voir aussi pour construire en bois. Et la terre, un jour, peut-être, prochainement, j'espère. Quant au futur, alors je ne sais pas si je vais bien répondre à la question, mais c'est vrai que je sais que la maison individuelle pose question, enfin me pose question en général depuis longtemps, et c'est pour ça que nous on se cantonne à faire 2, 3, 4 maisons par an, pas plus. Parce que notamment, alors nous on habite dans un secteur à Savenay, là, il y a une pression foncière qui existe aussi là-bas. Les terrains sont vite, le paysage est vite conquis par l'urbanisation. On oublie un peu la densité dans ces villes-là, et c'est une réelle question. Nous, on essaye de privilégier plutôt la rénovation, parce que c'est même dans ces villes de plus petite taille que Nantes, Savenay, Blain, Pontchâteau, il y a des bâtiments qui ne sont pas utilisés, qui sont à rénover. Et il y a vraiment un gros potentiel, un énorme potentiel de rénovation énergétique, de rénovation tout court même. Donc volontairement, nous, on essaye de pas trop faire de maison parce que ça pose un problème de conscience quand on construit une maison, c'est vrai. On occupe un sol, on occupe un... Donc, enfin, moi, c'est ma position, mais je comprends aussi... c'est un grand fantasme, c'est un super plaisir de construire une maison. Si pour se contenter soi-même, on en ferait 10 par an parce que c'est génial. On crée quelque chose de super, on se lâche. Enfin, c'est formidable pour la conception, mais par contre, il faut avoir une conscience quand même et se dire qu'on ne peut pas continuer comme ça à construire des maisons partout. Alors malheureusement, si on ne le fait pas aussi, d'autres le font beaucoup. Il y a beaucoup, et c'est ça qui... Je pense qu'il y a une réelle réflexion sur l'urbanisme, mais bon, ce qui est, je vais passer là. Après, mais toutes ces communes, moi je parle du secteur que je connais un peu plus, qui est l'ouest de Nantes, ont même depuis mal de temps, mais ont une réflexion sur l'écologie, sur la densité depuis 5-6 ans, peut-être plus. Elles ont une grande conscience, ce qui n'était pas trop le cas encore avant, donc on a vu quand même des grosses catastrophes de lotissement se mettre en place. Mais bon, elles ont cette sensibilité, je pense, maintenant. J'espère. Et après, c'est la mise en œuvre. Elles ont besoin d'être conseillées, je pense, besoin d'être encadrées. Il y a des choses précises. Donc voilà, il y a un gros travail sur l'urbanisme, surtout, sur comment... faire évoluer ces villes, ces pôles qui sont un peu répartis dans la campagne sans se répartir sur le paysage, en fait. Donc on en est conscient. Mais c'est vrai qu'il y a une question globale. Et on essaye de... Après, il y a différentes manières d'intervenir au niveau des politiques, au niveau des... Il y a des schémas généraux. C'est passionnant. C'est passionnant et voilà. Je ne sais pas si... Je ne peux que réagir sur la question de la terre, terre crue. Nous, c'est un sujet dont on s'est saisi quand on était étudiant, avec vraiment la mine d'or qui était le traité de construction en terre publié par le laboratoire Cratère de Grenoble. Et donc, qu'on a mis en place dès qu'on l'a pu sur un projet d'envergure, c'est-à-dire le premier qu'on a réalisé. On a commencé à le concevoir en 2006. C'est une école avec des briques de terre en BTC à la Chevaleret. Et voilà. Et depuis, on n'arrête plus. Et je pense que ça ne peut qu'en continuer. Maintenant, je pense que c'est le sujet dont beaucoup de collectivités commencent à se saisir. Je pense à Guérande maintenant. En ce moment, ils sont en pleine réflexion sur le fait, dans la future ZAC Maisonneuve, d'utiliser au maximum la terre de façon à éviter, parce qu'on se rend compte du coût et du gaspillage que ça représente à évacuer. Et voilà, sans parler même maintenant du Grand Paris, où il y a une grande réflexion sur l'utilisation des terres du Grand Paris, qui représentent des volumes tellement phénoménaux qu'ils ne savent même pas quoi en faire et où les mettre. Donc voilà, il y a un vrai sujet. C'est un matériau, moi je pense, matériaux du passé et de l'avenir, parce qu'en fait, même en Loire-Atlantique, il y a beaucoup de constructions en terre, mais qu'on ne voit pas forcément. Elles sont présentes. Il y a dans toute...
dans toutes les cultures, il y a encore un savoir-faire lié à la construction en terre, partout dans le monde. C'est, à mon avis, la solution constructive la plus durable qui existe, associée avec, la fibre végétale, que ce soit le bois ou d'autres types de cultures qui servent dans la construction. Pour moi, c'est la meilleure façon de ne pas céder au pessimisme de l'évolution de la société, parce que effectivement notre modèle économique est constructif. Je pense que la plupart des gens maintenant ont compris qu'il ne nous mène pas très loin, quoi. En fait, comme si le modèle industriel sur lequel on produit aujourd'hui nos biens et notre environnement, en fait, quelque part, ce n'est qu'une parenthèse, une petite parenthèse dans l'histoire de l'humanité. Ça ne peut pas durer, ça ne peut être que très court. Et il est temps aujourd'hui de redécouvrir le savoir-faire de la construction en terre, qui est accessible, qui est gratuit. Le savoir-faire, il est accessible à n'importe qui. J'ai réussi à le faire, donc vous voyez, même... je ne suis pas maçon, je ne suis pas ni quoi que ce soit. C'est une certaine attirance du matériau qui m'a fait l'utiliser et le mettre en œuvre. Et quel plaisir ça a été de faire ça. Parce qu'en fait, vous n'avez aucun inconvénient qui sont liés au métier du bâtiment habituellement, c'est-à-dire la pénibilité qui peut, si on transporte des gros matériaux, mais encore, il n'y a pas besoin, c'est des petites briques, des petits modules, il n'y a pas l'agressivité chimique du ciment ou même de la chaux. Vous la manipulez à main nue, la terre, et elle est au contraire même bénéfique. Vous n'avez pas à la déplacer avec des gros moyens de transport. Moi, je n'y vois que... on voit beaucoup de matériaux où on fait le plus, le moins entre les avantages et les inconvénients. C'est le seul matériau, l'un des seuls matériaux avec les matériaux bout sourcés, il n'y a aucun inconvénient et que des avantages. Même d'un point de vue thermique, tout à l'heure la question a été soulevée, j'ai parlé brièvement de la RT 2012, de la réglementation thermique. En fait, elle est complètement inadaptée pour appréhender ce type de matériaux. À tel point que pour moi, la réglementation thermique, c'est un truc, je le fais et je l'oublie parce que ça n'a aucun intérêt en termes de conception. C'est un point de passage obligé. En fait, ça n'appréhende en aucune manière le fonctionnement thermique réel d'un bâtiment. Et notamment, principalement, des matériaux biosourcés de la terre crue, qui ont un fonctionnement hygrothermique. C'est-à-dire qu'en fait, c'est un matériau qui apporte de la chaleur de façon passive, par des phénomènes de transfert de vapeur d'eau. Et en réalité, il y a un confort que vous ne pouvez pas appréhender, sauf si vous allez dans une maison en terre. Vous prenez une maison en terre, par exemple, comme il y en a beaucoup le long du canal et comme il y en a sur le bassin de Rennes, vous l'isolez par l'intérieur ou par l'extérieur. L'isolation apporte plus d'inconfort que de ne pas en faire. Vous voyez, le matériau de terre, en fait, il fonctionne très bien tout seul. Il n'a rien besoin de complémentaire pour fonctionner, pour être confortable. Donc voilà. Donc voilà, moi je suis un passionné de la terre et voilà, je souhaite en faire le maximum. Donc j'ai parlé tout à l'heure de l'école de Bouvron qui a été construite avec beaucoup de terre crue issue du terrain. Donc il y a 130 tonnes de terre qui ont été utilisées dans le bâtiment et il y a un ressenti et un retour usagé qui est absolument exceptionnel. Voilà, que j'ai jamais vu ailleurs sur aucun projet à ce niveau-là, quoi. Non, mais, alors nous, on fait principalement du logement à l'agence et du logement collectif. Donc, on fait quasiment plus de projets de particuliers. Et c'est vrai que sur la question du logement de collectif, l'année dernière, on a gagné un concours où on a proposé de construire des logements en terre crue. Je rejoins tout ce que dit Bruno. Après, c'est vrai que la difficulté, c'est que Michael, tout à l'heure, a soufflé le mot lobby. Donc, il y a quand même des entreprises en France qui mettent beaucoup en avant le béton. Et quand bien même, enfin, c'est tout à fait possible de construire en terre, mais l'idée, effectivement, serait de le systématiser dans les équipements publics et dans la construction de logements, aussi bien les logements sociaux que les logements privés, donc des promoteurs. Et là, on se heurte déjà à des a priori, et puis des obstacles aussi administratifs. Il y a toute la question de l'ART, mais il y a aussi la question du mode constructif qui est encore finalement, qui est finalement assez simple, mais qui reste obscur pour les instances administratives. Et bon, tous ces obstacles freinent un petit peu l'expansion du matériau terre crue en France, même si nous, on constate, en tout cas dans le métier, que ça
ça prend de l'ampleur quand même. On en parle de plus en plus. On essaie, je pense que tous les architectes autour de nous essayent. Après, on n'a pas tous la force de persuasion de Bruno, mais en tout cas, nous, on a essayé plusieurs fois de le proposer. Pour diverses raisons, ça passe pas aujourd'hui. Ça va le faire et il faut continuer, mais il faut persévérer. Mais c'est vrai que je pense que toute notre génération d'architectes est consciente qu'il faut changer un petit peu la façon de faire aujourd'hui. Moi, je rajoute juste un mot, parce que je n'étais pas intervenant, mais c'est non seulement les architectes qui vont faire évoluer les choses, mais c'est aussi des politiques publiques, c'est des démarches d'expérimentation. On sait qu'il y a maintenant le permis d'expérimenter. Voilà. Il y a des démarches dont il va falloir s'emparer pour pouvoir permettre à un moment de rendre ça grand public, d'une certaine manière, et que ça ne devienne plus de l'expérimentation, mais que ça rentre comme un vrai mode de construire, comme il existe depuis des siècles. Est-ce qu'il y a une autre question ? Je vais essayer d'être brève autant que possible. Moi, je suis extrêmement intéressée et convaincue par l'usage des matériaux biosourcés dans la construction. Et il y a quand même une question qu'on n'a pas du tout abordée là, qui est peut-être un peu triviale. Est-ce que vous avez eu des difficultés à convaincre les maîtrises d'ouvrage de l'utilisation des biosourcés, du point de vue notamment de la question financière ? Et est-ce que par hasard l'un d'entre vous a fait une balance entre l'usage du matériau biosourcé et l'usage de matériaux plus conventionnels pour essayer de chiffrer la différence des deux ? Et dernière question, il y en a plusieurs. Comment vous conciliez l'usage des matériaux biosourcés avec notamment le certificat passif ? Parce que effectivement, l'un des aspects primordiaux des biosourcés, c'est la perspirance des matériaux. Et à partir du moment où on fait du passif, on bloque la respiration entre intérieur et extérieur. Et moi, c'est une question qui j'ai un peu du mal à la résoudre aujourd'hui. Oui, beaucoup de choses. Alors, pour revenir sur l'économie, je ne sais pas si je vais réussir à répondre à toutes les questions, mais sur l'économie, c'est toujours une question, effectivement, parce que en général, là, en l'occurrence, c'est le cas de beaucoup de personnes de maîtres d'ouvrage qui viennent nous voir. Ils ont une sensibilité écologique. Donc, ils sont déjà quand même ouverts sur ce genre de produits. Ils se sont déjà souvent même bien renseignés. Donc, on apporte notre expertise, mais c'est vrai que c'est un terrain un peu facile pour nous. Moi, en ce qui me concerne, c'est vrai on ne travaille pas beaucoup avec des promoteurs, des gens qui sont peut-être plus sur des schémas encore plus économiques. Donc, cette question, par contre, est récurrente, effectivement. Si on part sur des matériaux traditionnels, quelle est la différence de coût ? Alors, parce que souvent, on pense écologie, bâtiment à faible consommation d'énergie, mais on peut faire un bâtiment à faible consommation d'énergie avec des produits très polluants. Ça, c'est possible. Mais bon, souvent les gens qui veulent un bâtiment à faible consommation d'énergie veulent aussi des matériaux écologiques. C'est une question de philosophie et c'est normal. Donc souvent, moi j'ai l'habitude, en calculant, on est à des plus type. Alors ça dépend de quel matériau aussi, mais en restant sur des gros matériaux relativement standards, on est à plus 10%, je dirais à peu près, sur des matériaux biosourcés ou écologiques. Moi, en général, 10-15, mais alors c'est un budget, et ça rejoint ce que je disais, c'est une philosophie, c'est-à-dire que c'est pas... je pense pas que ça soit une solution économique, quoi qu'il arrive, pour l'instant, aujourd'hui. Je veux dire, c'est pas amortissable sur 20 ans. C'est limite, quoi. Je pense, d'après les calculs que j'ai faits sur plusieurs projets, à chaque fois, j'expliquais qu'on arrivait, on prend l'option de faire des choses saines, mais par contre, c'est plus cher et ça sera pas amorti, même si on a un minimum de chauffage. La maison que vous avez vue là, elle a juste un poêle à bois, bien sûr. On a plusieurs maisons qui fonctionnent juste avec des poêles granulés de faible puissance. C'est une économie d'énergie de chauffage qui représente finalement 500-600 euros par an sur une maison traditionnelle. Donc c'est pas énorme. Imaginez si on est à plus 10, à plus 20 000 ou plus 25 000 euros sur la construction et qu'on économise que 600 euros par an, quelque part, la bascule n'est pas faite. Donc il y a une réelle réflexion. Mais c'est plus je pense que c'est une question de philosophie aujourd'hui. Alors bien sûr, ça serait idéal
qu'on puisse trouver des matériaux plus facilement. Enfin, là, je parle vraiment de mon expérience, et ils ont peut-être des réalités qui sont différentes, mes confrères. Alors souvent, on a beaucoup de personnes avec qui je travaille, et des maîtres d'ouvrage qui aussi compensent ce coût en mettant en œuvre eux-mêmes l'isolant, par exemple. C'est assez simple à faire. Bon, c'est intégré dans le planning du chantier, des choses comme ça, mais bon, on a l'habitude, on sait où en trouver. Enfin, voilà. Après, là, je parle pas de... Enfin, je parle vraiment de choses que moi je connais un peu plus, la laine de bois. La terre, je laisse à mes confrères pour l'instant. Donc voilà, c'est souvent le prix plus important est compensé par la main-d'œuvre en fait. Souvent, c'est les gens qui sont sensibles à tout ça aiment aussi mettre en œuvre eux-mêmes pour comprendre aussi comment ça marche pour tout ça. Et il y avait une autre question, c'est pas... Ouais. Ouais, là non, alors on est vraiment sur de l'étanchéité du coup, parce qu'on a un complexe isolant, on est sur la laine de bois sur cette maison, donc c'est une isolation qui marche sur quelque chose d'une manière plus standard finalement. On a vraiment une membrane très étanche et un volume d'air qui reste dans la maison, il n'y a pas d'échange avec l'extérieur, donc on est dans un volume chauffé et il y a un échange, on est là, en l'occurrence il y a une ventilation double flux avec un échangeur thermique, quelque chose de sympathique qui marche bien, une belle machine d'ailleurs. Donc, et on est sur une enveloppe très étanche. Alors c'est vrai que se pose la question de l'humidité dans la maison, c'est peut-être ça, non, le degré d'hygrométrie. Alors, comme c'est vrai que c'est une certaine, c'est comme c'est vrai que j'ai du mal à expliquer. C'est plus un recul, parce que moi-même j'habite aussi dans une maison qui est très étanche, et on a un confort de vie qui est chouette, parce qu'on sent qu'on a quelque chose de sain, et ça se régularise un peu tout seul, avec toute la vie qu'il y a dans la maison en fait. Je n'ai pas de calcul précis, alors je sais pas, il y en a peut-être, j'ai pas sur l'hygrométrie, mais c'est vrai que le fait d'avoir une enveloppe très étanche, avec la vie dans la maison qui amène de l'humidité par elle-même déjà, plus d'autres phénomènes, c'est vrai qu'on a... C'est un super confort à vivre en fait. En tout cas, a priori, je ne sais pas avec du recul si, si vous en êtes convaincu, mais moi pour le pratiquer aussi au quotidien, ça se fait bien. Je pense qu'il ne faut pas confondre deux notions. Il y a l'étanchéité à l'air et la perspirance. L'étanchéité à l'air, effectivement, c'est un dispositif qui permet d'éviter les fuites parasites d'air dans un bâtiment. Et la perspirance, ce n'est pas la traversée de la paroi par l'air, mais par la vapeur d'eau. Donc on n'est pas sur les mêmes choses du tout. On peut avoir une maison perspirante et étanche à l'air. Ça n'empêche pas. Hein, donc voilà. Donc c'est pour ça qu'il n'y a pas de... Ça pose vraiment pas de problème, l'intégration de matériaux biosourcés dans une maison passive. Mais on ne parle pas de la qualité du biosourcé. Si. Mais si, tout est une question de matériaux. Alors... en fait, ce qu'il faut, c'est ne pas bloquer la vapeur d'eau. Quand on fait un doublage, par exemple, on met un isolant avec un doublage. Il y a une membrane qui vient fermer ce doublage-là pour éviter que la vapeur d'eau passe ce qu'on appelle un pare-vapeur. Ce qu'on fait, nous, c'est de ne pas mettre de pare-vapeur, mais de mettre un frein à vapeur. C'est-à-dire de laisser passer la vapeur d'eau. Mais ça, il faut l'associer avec, de préférence avec un matériau biosourcé, avec une laine de bois. Si vous faites ça sur des matériaux qui n'ont aucune tolérance à la présence de vapeur d'eau, comme la laine de verre, la laine de roche, il va y avoir de la condensation. Et donc le matériau va pourrir et tomber en lambeaux. Donc il va avoir une durée de vie beaucoup plus faible. Si la vapeur d'eau traverse un matériau biosourcé qui aura une capacité hygroscopique à absorber la vapeur d'eau et la restituer, à ce moment-là, il va pas se dégrader, il va garder ses propriétés isolantes, il va même améliorer ses propriétés isolantes par rapport à la mesure thermique de laboratoire, parce que les conditions de laboratoire ne sont pas les conditions réelles. Donc les matériaux biosourcés sont meilleurs en réalité que ce qui est indiqué en conditions de laboratoire, ça il faut le savoir, de l'ordre de 30 à 40% meilleurs. Et ça, on ne prend pas en compte dans la réglementation. Voilà. Donc on les surdimensionne alors qu'il n'y a pas besoin. Alors je revenais sur une notion aussi qui est importante, c'est le coût. Et en fait, il y a deux choses à voir sur le coût, parce qu'il y a le coût, mais pour ce coût-là, vous avez quoi? Pour ce coût-là, vous avez quel bénéfice? Vous comparez par exemple une laine de verre, une laine de bois,
Bon, ok, la laine de bois elle coûte plus cher, je peux pas mentir, c'est vrai. Par contre, la laine de bois, elle a quel bénéfice que n'a pas la laine de verre? Alors il y a deux bénéfices différents. Il y a le bénéfice diffus, indirect, qui est le bénéfice environnemental dont vous ne bénéficiez pas directement. C'est-à-dire que vous allez économiser de la ressource, économiser du CO2. Mais quelque part, directement, vous, dans votre maison, ça, vous ne le voyez pas, quoi. Quelque part, vous pouvez vous dire, bah, si... Et souvent, quand on met en face des matériaux non biosourcés ce type de raisonnement, finalement, ça ne se fait jamais. On n'a jamais envie de payer pour un coût dont on ne bénéficie pas directement. Par contre, il y a des bénéfices directs. Et c'est ça qui est important et qu'il faut mettre en avant pour pouvoir faire du biosourcé. Faites la comparaison. Et là, cet été-là, ça a été un exemple. Le mois de juillet, où il y a eu des épisodes de canicule. Allez dans un comble isolé en laine de verre et un comble isolé en laine de bois. Et vous voyez tout de suite le bénéfice. Vous baissez de plusieurs degrés. Ma maison qui a passé la canicule, on a frôlé pas loin des 40 degrés. La température n'est pas montée au-dessus des 27-28 degrés. Voilà. Donc ça, c'est un bénéfice vraiment direct. Et je pense que là, l'intérêt des matériaux biosourcés, il est là. Quand bien même il coûte plus cher, quand on fait cette expérience-là, on se dit, bah oui, ça le vaut, vraiment. Pour revenir sur cette question, la conférence de juillet, elle avait un peu soulevé ce point-là, et ça peut peut-être être intéressant que, si vous avez l'occasion de la regarder, parce qu'il y avait quelqu'un qui avait fait une comparaison justement entre l'utilisation de matériaux biosourcés sur un projet assez énorme. Je crois que c'était des bureaux, il y avait plusieurs centaines de mètres carrés. Et en se passant complètement de mécanismes, vraiment de moteurs, de VMC, de chauffage, etc., par juste l'utilisation de matériaux sur l'enveloppe. Et en fait, il arrivait à ventiler le bâtiment et à utiliser les apports extérieurs. Enfin, c'était assez dingue. Et en fait, vraiment, l'économie, là, je pense, en termes financiers, elle est très, très concrète, quoi. Vraiment, il y avait l'économie de climatisation, de chauffage, donc en fourniture et en mise en œuvre au moment du chantier, et après sur le quotidien, la maintenance de ces matériels-là, et c'était assez dingue. Enfin, je sais pas si on peut le revoir cette conférence, mais c'était assez fou, quoi. Et moi, je sais que dans le quotidien, dans le boulot, j'en parle maintenant tout le temps de cet exemple-là, parce que je trouve que c'est un truc qui devrait être mis mais constamment sur le devant, quoi. C'est vraiment c'est d'une simplicité et même d'un rationalisme à toute épreuve, quoi. Même sans parler d'écologie ou de religion écologique, enfin, peu importe, quoi. C'est vraiment là pour ce coup-là, ce projet-là, pour moi, c'est un exemple, quoi. Et alors du coup, je sais plus quel type de matériau c'était. Je crois pas que c'était de la terre. Je crois que c'était des choses, on va dire, plus qu'on voit beaucoup, donc laine de bois, etc., et qui sont par des entreprises très facilement. C'était peut-être de biofibre, ouais, ça devait être du biofibre même, ouais. Donc de chanvre et là. C'était un ensemble de bureaux, il me semble, en Vendée. C'est comment? Ouais, c'est de l'agence Cannes, exactement. J'ai pas de mémoire. C'était Gaëtan Périssé de Biofibre. Ouais. Oui, bien sûr. Ouais. Mais c'est ce qu'il disait, c'est qu'avec un client qui était, la maîtrise d'ouvrage, c'était une maîtrise d'ouvrage publique, et les questions sont complètement abordées de façon différente, quoi. Même en échelle de temps, quoi. C'est d'utilisation du bâtiment, ça n'a rien à voir, quoi. Voilà. Non, j'avais juste une question qui est hyper technique sur la terre. Est-ce que sur ce projet-là de maison individuelle, vous avez réussi à utiliser la terre comme matériau pour les fondations aussi, ou pas du tout? Pas du tout. Ouais, d'accord. C'est pas encore possible techniquement de le faire ou... D'un point de vue normatif, non. D'accord. Voilà. Mais je vais faire ça bientôt, mais je vais expérimenter sur un abri de jardin que je ferai l'été prochain. D'accord. Donc sur cette maison-là, par exemple, la structure pour la fondation, elle est de quelle ordre? Non, c'est des murs maçonnés avec une ossature béton, parce que ça a un rôle de soutènement. Ouais. Il y a 2 mètres de terre à soutenir, plus de 2 mètres de terre à soutenir, donc voilà. J'ai pas fait de fantaisie. Vous n'avez pas joué là-dessus? Non. Ok. Donc pour l'instant, c'est pas encore. On n'arrive pas à trouver de solution. Alors la terre crue, de toute façon, il faut éviter de la mettre en contact avec le sol.
le contact avec le sol se fait avec un autre matériau qui n'est pas réversible. Le matériau terre crue est un matériau réversible. Vous remettez de l'eau, vous le remettez au sol et ça redevient de la terre. Donc faut pas le mettre en contact prolongé avec l'eau. Il peut avoir des pluies qui ruissellent un petit peu, mais c'est pas grave. Ça fond pas. Mais par contre, il ne faut pas qu'il y ait une humidification prolongée du matériau. Il y a juste une réflexion. En fait, il y a juste un exemple d'une maison qui est la maison de Martin Rauch, qui est autrichien, qui a construit sa maison entièrement en terre. C'était son challenge, y compris des murs enterrés. Mais il a conçu tout un dispositif pour éviter que la terre ne soit humidifiée. Voilà. Super transition, parce que cette maison a aussi été présentée dans le dernier rendez-vous du CIE. Donc comme quoi, il faut vraiment que vous alliez sur YouTube ce soir.